di illustrare questo interessantissimo aspetto di un grande pensatore politico italiano che apre di sicuro a una cooperazione sempre più stretta. Ce lo auguriamo fra i nostri due paesi. Est-il possible de situer la naissance de la communication politique? On retrouve des réflexions sur l'essence de ce champ interdisciplinaire. Les liens politique-communication dès les premiers écrits sur le pouvoir. L'intérêt et les enjeux liés à la communication politique s'inscrivent donc dans une intemporalité certaine, puisque le cœur de ce champ interdisciplinaire, c'est la communication comme nécessité dans l'exercice du pouvoir. Ce dernier fût-il institutionnel ou informel, matériel ou symbolique. Plusieurs aspects fondamentaux de l'organisation politique se nourrissent de la communication. Le maintien de la cohésion sociale, l'organisation de lieux de débat citoyen à l'image de l'Ecclésia d'Athéna, cette assemblée de tous les citoyens dont les débats portant sur des questions importantes engageaient l'avenir de la cité. La décision de groupe influant sur les décisions, on suit le plus grand nombre sans oser prendre la parole et s'opposer. La foule, changeant souvent d'avis, est inconstante. Et à cet égard, Thucydide condamne l'instabilité en dénonçant, je le cite, cet engouement du plus grand nombre faisait que ceux-là même qui n'approuvaient pas craignaient en votant contre de passer pour mauvais patriotes et se tenaient quoi? Fin de citation. Cette situation laisse transparaître la recherche, voire la fabrication du consentement et la lutte pour l'obtention et le maintien du pouvoir. La consubstantialité du pouvoir et de la communication apparaît ainsi à toutes les époques et pour tout type de gouvernement. Avant même qu'existent les systèmes politiques représentatifs, le consentement de la population s'avérait essentiel au maintien de l'ordre public et la communication constituait un des ingrédients essentiels à la cohésion minimale de toute communauté politique. La cité d'Aristote n'existe que si l'animal politique possède la faculté du langage. Et le tribunal du peuple de Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire l'opinion publique, exécute bien avant le pouvoir judiciaire formel. Même dans les régimes totalitaires, les dirigeants politiques ne peuvent, à long terme, faire l'économie d'une certaine recherche d'acceptation par la société civile des dominations instituées sur elle. Cette longue réflexion pour dire que la communication loge au cœur de l'organisation politique, parce que s'installer au règne du pouvoir ou s'y maintenir exige de convaincre. Le ministre de la propagande de Hitler, Joseph Goebbels, veillait au juste équilibre entre la propagande politique et le divertissement, restreignant la première à certains moments pour mieux assurer son contrôle sur l'ensemble de la population allemande. Convaincre est une affaire d'esprit et de cœur, de raison et de plaisir. En témoigne l'excellente analyse De Oratore de Cicéron, par où l'on voit que la persuasion collective joue un rôle central, particulièrement en politique. Machiavel, l'ancêtre des experts en relations publiques, enseigne à son prince ce qui convient pour se faire estimer. Le stratège italien conclura d'ailleurs que la meilleure des forteresses pour les dirigeants consiste à ne pas être haï du peuple, ce qui suppose une disposition d'esprit favorable à l'égard de celui-ci, ou du moins son apparence, et la capacité de la faire connaître. Pour fondamental que soit la communication politique dans toute société, son intérêt s'accroît en démocratie et dans les sociétés hypermédiatisées. Les systèmes fondés sur la représentation nécessitent l'obtention du consentement, d'où la nécessité de lieux de débat citoyen et l'instauration inévitable d'un jeu social visant l'obtention de l'appui populaire. Jeu social dont les outils principaux sont les médias, les sondages, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et tous les mécanismes de communication. Jeu social dont les armes sont le langage et l'image, les symboles, etc. Jeu social fondé sur l'idéologie, mais qui s'inscrit aussi dans la politique spectacle. Cette imagerie qui renvoie aux représentations des idées ou des hommes
a pour fonction d'exercer une pédagogie du pouvoir en instituant la puissance du prince ou de l'État. Et Machiavel est sans doute l'un des auteurs qui pense la puissance de l'imagerie dans la construction du pouvoir politique. Le travail sur soi de l'image, le travail sur l'image de soi, sur le regard que portent les sujets sur le prince, sont les éléments qui construisent sa domination. L'autorité ne va pas sans une mise en scène. De Gaulle ne nous dit-il pas la même chose dans Le fil de l'épée lorsqu'il dit, je le cite, « Le mystère ne va pas sans la distance ». Sans une construction habile et savante d'une image de soi. En ce sens, je pose cette question-ci. Machiavel est-il le précurseur de la communication politique? Ce serait se priver, à mon avis, d'une grille de lecture pertinente que de ne pas rapprocher les thèmes du prince, apparence, jeu, manipulation et certains thèmes contemporains, mise en scène, politique, spectacle. Ainsi, cet ouvrage examine la permanence du modèle machiavélien en s'appuyant sur des travaux plus contemporains, tirés des domaines anthropologiques, sociologiques et médiologiques, en posant la stratégie des apparences et en réfléchissant sur le portrait du prince. Machiavel ne livre-t-il pas les fondements possibles d'une anthropologie politique? Je m'en arrête là. Merci. Travail-là, il faut dire que j'avais l'occasion de lire le premier brouillon de la thèse et c'est là où je me suis dit que ce que vous êtes en train de développer, il va falloir que vous en parliez à nos étudiants, si vous vous souvenez bien. Parce qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'était le fait de pouvoir lier l'œuvre de Machiavel à la communication, aux médias. Ce n'était pas évident. Et moi, personnellement, ce que vous écrivez, en fait, je l'ai vécu. Parce que je me suis dit que pour des étudiants en master en communication, qui doivent faire des stratégies, qui doivent accompagner des politiques, il serait bien pour eux d'écouter ou de lire l'œuvre de Machiavel. Parce que j'en connaissais un bout. Chers collègues Fall et vous, en fait, on partage le fait d'avoir été encadré par M. Mamoussé Diagne, professeur Mamoussé Diagne. Il m'a fait découvrir Machiavel d'abord en classe, et plus tard j'ai choisi de faire mon mémoire de maîtrise sur le sujet politique et religion dans l'œuvre de Machiavel. Et tout à l'heure, le président Moustapha Niasse, qui d'ailleurs a très bien, de manière excellente vraiment, présenté ce travail-là, je pense qu'aucun professeur de philosophie ne pourrait faire mieux que lui. Je pense qu'il est modeste en disant que voilà, il n'est pas de. Voilà, mais il a fait une excellente présentation. Et en réalité, c'est cette relation-là, cette connaissance surtout du prince, que tous ceux qui s'intéressent à la communication doivent maîtriser. Parce que Machiavel, c'était d'abord le réalisme. On le dit, mais il n'est plus qu'actuel. La question de l'actualité de Machiavel, je pense que ça ne se discute plus. Concernant la religion, concernant le pragmatisme, concernant la technique du groupe émissaire, développée dans le livre 8, si ma mémoire est bonne. Donc, tous ces aspects-là aujourd'hui sont utilisés. Et beaucoup de politiques ont pour livre de chevet le prince de Machiavel ou ses œuvres de manière générale, surtout la collection de la Pléiade. Ouais. Donc c'est pour dire que ce travail-là est excellent et moi en tout cas, ce qui me frappe le plus par rapport à ce livre, c'est par rapport à la troisième partie, le rôle des journalistes, le rôle des hommes de médias, le rôle de l'opinion publique. Et je mets ça en relation avec ce que Machiavel, en tout cas cette sorte de dualité que Machiavel avait installée entre l'opinion du petit nombre et aussi celle du grand nombre. C'est là, je pense, par rapport à la nature du prince, ce que devrait être le rôle de la presse, pour éclairer les citoyens, pour amener aussi le prince à ne pas utiliser le pouvoir juste pour la ruse ou pour la force inintelligente. Et ça me rappelle un peu Claude Lefort, dans le travail Machiavel, j'ai vu ça dans votre bibliographie.
quand il disait que l'intelligence de la force, plus que la force elle-même, est au cœur du politique. Je pense que la presse, tous ceux qui sont dans le monde des médias, devraient continuer à travailler pour une bonne information du public, pour une bonne information des décideurs. Et hier, je vais en terminer là, j'ai lu un excellent slogan d'une organisation Reporters sans frontières qui disait que, en réalité, le journaliste est le meilleur vaccin contre la désinformation. Je pense que si les médias informent bien le peuple pourra bien aider le prince à bien gouverner. Je vous remercie. Je me présente Mohamedou Lamine Barelo. Je me plais à me considérer, comme elle m'appelle très souvent d'ailleurs, un co-disciple de Machiavel. Pour moi, ce livre a une importance capitale. Je commence déjà par l'auteur. L'habitude que j'ai, à chaque fois que quelqu'un me demande de lui recommander de la lecture, je lui pose d'emblée la question, est-ce que vous avez lu Machiavel? Et quand la personne dit non, je dis, commencez par Machiavel. De tous les auteurs que j'ai lus, il me semble être le plus actuel et le plus pénétrant de la chose politique. Avant d'avoir assisté au séminaire de Dr Seck au CESTI, j'avais déjà 7 ou 8 années de lecture assidue de Machiavel. Et j'avoue qu'à la sortie de ce séminaire, j'en ai appris davantage, notamment à travers les angles par lesquels Dr Seck a pu appréhender et saisir la profondeur de l'œuvre du Florentin. Machiavel, comme j'aime le dire, ce n'est pas un auteur qu'on lit, c'est un auteur qu'on relit. On a beau le lire une vingtaine de fois, à chaque fois qu'on le lit de nouveau, on apprend de nouvelles choses, on comprend de nouvelles choses. J'ai lu un livre d'un Américain, Stephen Sample, qui est l'ancien recteur de l'Université de Buffalo, qui a écrit un livre, Cultiver son leadership. Et dans l'un des chapitres, il se pose la question, quel est le livre, ou bien quel est le seul livre, s'il y avait à faire un choix, qu'un leader devrait lire. Et il arrive à la conclusion que s'il y a un livre que tout leader devrait lire, c'est Le Prince de Nicolas Machiavel. Pour encore montrer l'actualité de ce livre-là. Pour quelqu'un qui lit Machiavel et qui comprend un petit peu Machiavel, tous les jours, dans l'actualité politique, on a de la matière pour comprendre l'œuvre du Florentin. Hier, j'ai lu sur Twitter Macron qui s'en prend d'une certaine manière à Marlène Schiappa, qui a organisé, je pense, les assises de la laïcité, en disant qu'il l'a fait à son insu, que la France n'avait pas besoin de ça. J'ai commenté en disant, on n'est pas loin d'un nouveau cas de Médoc. Parce que même si Marlène n'a pas informé le président Macron d'un tel événement, le président ne pouvait l'ignorer. Et dans un certain cas, c'est une histoire que le président Macron utilise comme César Borgia, qui avait donné les pleins pouvoirs à Médoc et qui a pu, d'une certaine manière, renouveler son image, sa perception sur les fautes de son ministre. Donc, je voudrais vous féliciter, Dr Seck, pour ce livre. Moi, je travaille dans la communication politique et ce n'est que la pertinence que j'ai trouvée dans ce livre en le lisant et en le relisant. Comme l'a dit le président Moussa Niasse, je pense que c'est un livre qui doit être partagé, qui doit être lu, qui doit aider les populations à mieux comprendre l'attitude des politiques. C'est important, comme Machiavel d'ailleurs l'a fait. Autant Machiavel, en écrivant, il a conseillé le prince, autant il a donné au peuple une grille de lecture de l'action de l'homme politique. Je pense que ce livre rentre dans cette perspective-là pour aider à la fois l'électorat, mais de manière générale le peuple, à mieux comprendre ce qui préside aux intentions de l'homme politique quand il communique. Et je pense que le livre
offre largement les grilles de lecture. Merci beaucoup et félicitations encore. En parler, à traiter donc de cela dans un certain nombre de mes articles. Il y a un de mes articles que j'avais intitulé à l'époque, qui était sorti dans les colonnes du quotidien. Il y a un article que j'avais intitulé « Le politique et le religieux ». En période de Magal donc, et en période de Gamou, c'était juste ce qui m'intéressait à travers ces écrits, c'était de montrer au public le rapport assez opportuniste qu'on peut lire entre les politiques de manière générale et les événements religieux, les religieux de manière générale. Mais en réalité, cette relation, elle ne s'est pas du tout établie seulement au XXIe siècle. Depuis longtemps, donc depuis le XVIe siècle et bien avant même, la politique et la religion ont toujours cheminé ensemble. On a parlé tout à l'heure dans les interventions du président Niasse, on a parlé de la famille de Médicis, donc Laurent des Médicis et les autres. Mais il y a aussi la fameuse famille donc, des Borgia. Le pape Alexandre VI de Borgia, tout le monde sait le rapport assez opportuniste que le pape entretenait, donc en tant que personnalité d'église avec le fait politique, dans la mesure où rien ne laissait voir qu'il s'agissait vraiment, que c'était un homme, que c'était un religieux de par les faits. Si je le dis, c'est parce que le pape a eu quand même à user de cette stratégie princière dont Machiavel parle, qui lui a permis de gouverner, non seulement de gouverner sans règne, mais de déléguer le pouvoir à son fils, donc César Borgia. Alors que c'était une famille de religieux, c'était un cardinal, c'était un pape. Et ce qui étonne aussi, c'est que le pouvoir à l'époque donc, était détenu par de grandes familles, donc, qui avaient donné naissance à des cardinaux, en vérité. On a parlé tout à l'heure du pape Léon X, et tant d'autres exemples que je pouvais donner. Juste pour en revenir à votre question, s'agissant des réseaux sociaux, moi je pense que ce rapport donc, entre les hommes politiques et les réseaux sociaux est un rapport quand même qu'on peut juger comme relevant d'une forme d'une forme d'hypocrisie. J'ai du mal à le dire parce que bon, lorsqu'on regarde les hommes politiques sur les réseaux, on a comme l'impression, surtout les internautes, que c'est une manière pour eux de montrer qu'ils s'identifient au peuple. Mais il y a toujours, ce qui m'intéresse moi, c'est le fait qu'on lit toujours derrière une forme d'opportunisme, dans la mesure où ils sont conscients de l'effet qu'ils suscitent donc, sur les consciences des masses. Et de nos jours, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont l'espace, donc représentent l'espace privilégié justement pour faire état donc, de sa politique, pour se montrer, pour s'identifier au public. Donc, et derrière toute la stratégie de la ruse donc, qui opère, derrière les internautes n'en sont pas toujours conscients. Il y a un article que j'avais intitulé, le premier article je pense, c'est le prix du pouvoir, justement. Et dans cet article, j'analyse le phénomène des médias, comment dire, des médias, donc le phénomène d'Internet, etc., sur les masses en tant que tel. Il est vrai qu'à l'époque, je parlais d'un personnage politique, donc, qui est de nos jours très respecté, c'était le personnage de Sonko, mais dès le départ, donc, j'analysais ces mécanismes-là, qui font que la population a tendance à s'identifier à un homme. Et justement, pourquoi cela? Parce que cet homme-là reflète de par le comportement, de par ce qu'il leur montre à travers les réseaux, qu'il n'est pas différent du peuple. Et c'est pourquoi je dis dans l'ouvrage, donc, et je l'ai dit tout à l'heure, que les médias sont quand même une entreprise qui permet aux hommes politiques de mieux s'assurer de l'électorat. Mais les médias aussi peuvent ne pas du tout entrer en faveur de ce que ces hommes politiques-là attendent. Parce qu'il y a toujours un effet derrière. Il y a toujours la stratégie de la ruse, mais il ne faut pas oublier aussi que le peuple, il y a une certaine catégorie du peuple qui n'est pas assez dupe et qui peut comprendre qu'à travers ces réseaux,
les hommes politiques ne font que vendre donc une image. Et c'est pourquoi j'ai consacré la troisième partie de mon travail, et dont parlait tout à l'heure le professeur Ndiaye, justement à ces effets-là, afin qu'on attire l'attention du public sur le fait que les médias, d'accord, peuvent toujours entrer donc, en faveur de ce que les hommes politiques veulent, peuvent toujours être bénéfiques aux hommes politiques, mais n'en demeure pas moins que de nos jours, il y a ce qu'on appelle l'éveil des télélecteurs, ce que Jürgen Habermas appelle dans son ouvrage L'espace public, l'éveil des télélecteurs, et qui fait référence au fait que les rapports ne sont plus à envisager sous l'angle d'une verticalité, mais d'une certaine horizontalité. Dans la mesure où on parle de nos jours de plus en plus d'instances de discussion, donc il y a des débats publics, il y a certaines émissions comme Wassakhalat ou les Guignols de l'info en France, donc à l'époque, cette émission ne passe plus sur TF1, mais quand même il y a ces émissions publiques-là qui tendent à montrer aux hommes politiques que le peuple aussi est assez averti pour comprendre quand les hommes politiques justement se jouent de leur image, que les hommes politiques se jouent de leur image. Et donc il faut faire attention à ce lien. D'accord, les médias peuvent contribuer à une certaine réussite des hommes politiques, mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même un effet de saturation qui peut souvent, que peuvent souvent susciter ces médias et qui justifie parfois qu'on se détourne de certains hommes, soit parce qu'ils apparaissent trop sur les médias, on sent que derrière, il y a quand même ce désir toujours de vouloir s'imposer, et ça peut finir par lasser le public. Merci. En même temps, mais c'est mon ami au CST, quelqu'un dont je mesure la probité intellectuelle pour avoir eu à partager avec lui. Donc, et qui trouve beaucoup avec qui vraiment je m'épanouis intellectuellement, parce que quand je discute avec lui, je me dis, on n'a pas besoin de faire des efforts pour qu'il comprenne, parce qu'il est arrivé le premier jour donc, de mon cours au CESTI, il est arrivé, ça m'a marqué, il s'est mis derrière, mais de par les questions qu'il me posait, je sentais qu'il était familier donc, de l'œuvre. C'est quelqu'un qui vraiment maîtrisait l'œuvre. Bon, je te remercie donc pour cette contribution, parce que bon, en réalité, ce n'est pas une question, mais c'est une contribution. Et je me promets dans les discussions qu'on aura donc dans l'avenir de mieux approfondir cela, parce que je sais que tu t'es spécialisé dans ce domaine et que bon, tu peux être le parfait machiavélien dans la mesure où il y a un chapitre de mon ouvrage que j'ai intitulé, que le président Niasse aime beaucoup, que j'ai intitulé l'écriture, l'intelligence d'une action partagée. Et on a eu à en discuter au téléphone. Je lui ai dit parce que Machiavel, ce n'est pas n'importe qui écrit donc, pour donner des préceptes de bonne gouvernance. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas étranger à l'œuvre. Et c'est toujours cette marque, donc cette marque donc, de Machiavel que je te reconnais à toi. Parce que je disais tantôt que tu étais le conseiller en communication d'un certain prince. Donc non seulement tu as la compréhension de l'œuvre, parce que tu as l'intelligence de l'œuvre, que tu maîtrises bien d'ailleurs, donc tu as eu l'occasion de me montrer cela, de par nos échanges donc, en amphi. Mais en dehors de cela, il y a aussi que tu es engagé parce que tu es dans la réalité elle-même. Ce qui te permet peut-être, ce qui te permettra de mieux en juger. Donc pour en revenir à notre auteur, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit envisager seulement sous l'angle de la perfidie, sous l'angle du machiavélisme. Parce que j'ai cru comprendre d'ailleurs, après les cours que j'ai dispensés au CESTI, que les étudiants avaient mieux appréhendé l'œuvre à la suite des cours. Parce qu'au départ, les questions qui m'étaient posées en début de cours, et à la fin, surtout les réactions que j'ai notées lorsqu'ils ont commencé à acheter l'ouvrage, et lorsqu'on a eu à échanger tout au long de l'année, m'ont montré que véritablement ces journalistes-là comprennent. Et ça a été quelque chose de salutaire dans la mesure où l'objectif que je me suis fixé en écrivant donc, cette thèse, en me consacrant à cette spécialité, parce que tous mes travaux portent sur Machiavel, ça a été de faire mieux connaître un auteur qui est souvent incompris, parce que mal analysé. Pourquoi? Parce que déjà on fait souvent fi du contexte qui a vu naître l'œuvre.
Ce contexte est capital parce qu'on nous apprend toujours, et dans toutes les disciplines, Pape Abdou ne me démentira pas, que pour véritablement maîtriser un auteur, il faut d'abord s'installer dans sa réalité. Qu'appelle-t-on s'installer dans sa réalité? Et c'est ce qui m'a permis, donc très humblement, d'aller apprendre la langue italienne, que je ne parle pas toujours bien, parce que dès que je suis rentrée, donc je me suis rendu compte que je n'échange pas toujours avec des gens qui maîtrisent la langue pour me corriger. Il a fallu même que je revienne et que j'appelle la directrice de l'Institut culturel pour lui demander après de m'inscrire en langue, pour mieux connaître l'auteur. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, en lisant son œuvre, qu'il y a des expressions qu'on laisse telles quelles. Et tant qu'on ne comprend pas le foyer qui a vu naître l'auteur, les réalités ainsi que la langue, on ne peut pas du tout se faire une idée véritable de sa pensée, de ses idées. Et c'est ce qui a expliqué que la plupart des commentateurs à l'époque, donc, se soient trompés selon certains Florentins. Parce que quand j'ai acheté quelques ouvrages, donc, que j'ai essayé de lire en italien au départ, dans les librairies Feltrinelli, donc à Florence, ce qui m'a frappé, c'est le fait que ces différents auteurs revenaient souvent sur le sens qu'on a donné au machiavélisme, et qui était un sens assez biaisé. C'était regrettable parce qu'on nous a appris la langue, donc on nous a appris les cours à partir de la langue française, et c'est là que je me suis fixé comme tâche de revenir à l'auteur pour mieux le comprendre. Donc d'essayer de vivre cette réalité, ce que j'ai appelé dans cet ouvrage, donc Florence ou le lieu de l'énonciation, pour mieux me faire une idée et pour essayer de ne pas du tout me précipiter dans le jugement, comme le disait Descartes. Donc Descartes se méfie de la prévention, parce qu'il ne faut pas sauter sur les choses, se donner une représentation d'une réalité sans pour autant essayer d'appréhender cette réalité même. Et c'est ça qui m'a permis donc, de mieux reconsidérer l'auteur à travers son œuvre. Et c'est pour cela, je disais tout à l'heure, donc, que comprendre un auteur, pour comprendre une doctrine, il faut d'abord s'installer dans la réalité elle-même qui a vu naître l'auteur en tant que tel. Et là, ça te permet de changer carrément de vision. Moi, c'est ce qui m'a permis de lire Machiavel autrement. De ne pas toujours me fier à cette perfidie dont on parlait, ça nous amusait en cours de licence Kamamoussé, avec toute la rigueur intellectuelle qui le caractérise. Donc, se plaisait à... Bon, c'était vraiment le Mamoussé plus jeune. Donc, on était vraiment très emporté par la théorie. Mais avec le recul, j'ai pu mieux le lire. Et ce qui m'a permis de comprendre que le machiavélisme, en réalité, même nous, le machiavélisme qu'on dénonce d'une certaine manière, n'est pas étrangère au machiavélisme en tant que tel. Parce qu'il y a quelqu'un comme Raymond Aron qui dit qu'il y a ceux-mêmes qui ont essayé de fustiger l'œuvre de Machiavel ont été machiavéliens sans le savoir. Pour dire qu'en définitive, pour comprendre cet auteur, qui est très loin de l'image qu'on se fait habituellement de lui, il vaut mieux pénétrer d'abord son époque. Et c'est ça qui a suscité cet ouvrage. C'est ça qui a justifié de mon intention, de mon objectif de travailler en thèse, parce que moi aussi, vous voulez en thèse que je travaille sur Hegel, parce que c'était mon premier choix, c'est mon auteur. En réalité, ce n'est pas Machiavel, ce n'était pas mon auteur, mais au début, je me suis dit, bon, puisque je ne parvenais pas à trouver un certain nombre d'ouvrages, autant visiter l'aspect politique chez Machiavel. Et ça m'a passionné. Je n'ai pas voulu, donc plus voulu lâcher Machiavel. Et en thèse, je me suis dit, autant couronner le tout et faire une thèse sur Machiavel. Hegel, ce n'est jamais trop tard. Je suis en train de travailler dans d'autres articles sur lui. Mais là, j'avoue que ça a été vraiment une belle aventure pour moi. Que de connaître, non seulement de mieux connaître l'œuvre, mais d'être dans la réalité même, donc qui a vu naître son auteur. Ainsi que de recueillir pas mal d'informations de spécialistes que j'ai connus, que j'ai rencontrés, et qui sont des contemporains, donc de brillants intellectuels, qui m'ont permis de mieux considérer le machiavélisme. Je te remercie. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis Abdourahmane Gueye et je tenais à remercier et à féliciter le Dr Seck pour l'aboutissement de ce projet.
et j'avais une petite intervention, une petite question sur Machiavel et sur une intervention par rapport à une question tout à l'heure. Donc, d'habitude, la plupart d'entre nous avons une idée, avons une définition du machiavélisme, de l'adjectif machiavélique, quelque chose qui est négatif, quelque chose qui est perfide, voire cynique. Et en somme, est-ce qu'aujourd'hui, après avoir lu, après avoir étudié l'œuvre de Machiavel, est-ce qu'il ne serait pas peut-être plus judicieux de l'enseigner autrement pour que la plupart d'entre nous puissent mieux connaître Machiavel, c'est-à-dire, en tout cas pour moi, après avoir lu, après avoir fait des recherches sur Machiavel, je me dis que ces préceptes à l'époque sont plus moraux que la plupart des agissements des hommes politiques d'aujourd'hui. Donc on fait une mauvaise utilisation, une mauvaise politique, une mauvaise communication sur Machiavel. Donc ma question, comme je vous ai dit, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de l'enseigner, de communiquer autrement sur Machiavel et sur le prince? Merci. Merci beaucoup, mon petit frère, mon cousin Abdou, avec qui j'ai une grande complicité aussi, ne serait-ce que parce que c'est lui qui m'oblige à parler l'italien. Lui, il parle bien. Aussi, c'est mon petit frère, c'est mon ami. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à mes travaux. Donc, vraiment, merci. La question, elle est pertinente à bien des égards, dans la mesure où c'est cette question qui justifie de mes interventions. Le professeur Gaï vient de sortir, le directeur du CESTI. C'est l'objectif qu'il a eu de déconstruire un peu le machiavélisme, ce qui lui a permis, donc ce qui m'a permis moi-même donc d'intégrer le CESTI pour y enseigner par les séminaires, à travers les séminaires sur le machiavélisme. Mon auteur, donc c'est des vacations. Moi, je juge personnellement qu'il serait souhaitable qu'on puisse l'enseigner et mieux l'enseigner même, dans la mesure où c'est un auteur méconnu. Il suffit qu'on parle de lui autrement pour que les gens s'intéressent davantage à quelqu'un, parce qu'il intéresse de toute façon. Je me demande même si c'est pas parce que, si cet intérêt n'est pas lié au fait qu'il est un auteur un peu indiscipliné, entre guillemets, sur les bords. Parce que c'est quelqu'un qui, au contraire des autres, à l'opposé de ceux-là qui veut permettre de lire donc, les choses d'une certaine manière, comme Platon par exemple, qui regarde le souverain bien et qui demande aux hommes donc, de suivre ce souverain bien. Lui, c'est quelqu'un qui se fonde sur le réel, la vérité effettuelle de la cosa, comme il le dit, plutôt que son imagination, c'est-à-dire la vérité effective des choses. Et c'est en cela que cet auteur est important. Il est important dans la mesure où il ne nous enferme pas dans des considérations d'ordre théorique qui ferait par exemple qu'on regarderait la politique d'un certain œil, avec tout l'angélisme qui par exemple accompagne la religion. Et c'est souvent ce qui constitue ce malentendu, ce qui suscite ce malentendu en politique. Mais il est intéressant dans la mesure où ce qu'il nous dit à propos de la politique nous permet de mieux faire attention. Et les gens ne voient pas toujours. Et c'est peut-être cela qui fait, qui justifie que je comprends, donc que je salue autant pour moi la réaction de Rousseau quand il dit, c'était pas du tout, tout le monde ne le comprenait pas, mais quand il salue dans le contrat social, il dit, il salue le Florentin et il parle de Machiavel en disant que c'est le livre des républicains. Ça peut susciter l'effroi si on sait que Rousseau, c'est quelqu'un qui a alimenté, qui a été le catalyseur d'une certaine manière de toutes ces pensées relatives à la Révolution française. Rousseau a été l'auteur, donc qui a inspiré quelque part ces révolutionnaires-là, que sont Robespierre, Dante et les autres là, mais que quelqu'un qui a vraiment contribué à la libération de la France puisse saluer le prince de Machiavel, ça donne un peu à penser. Mais pour qui connaît véritablement Machiavel,
La réaction de Rousseau ne doit pas surprendre. Pourquoi? Parce que je disais tout à l'heure, comme le disait Rousseau, en livrant le poison, il livre l'antidote. Donc, c'est-à-dire les gens se focalisent sur les préceptes-là, contenus dans le Prince, en perdant de vue le fait qu'ils pouvaient choisir de ne pas en parler. Lorsqu'il attire l'attention sur le comportement princier, en nous disant ce que le Prince cache, en nous dévoilant ce que le Prince cache, en mettant à nu la vérité princière, Rousseau s'adresse pourtant au peuple. N'oubliez pas que l'objectif du Prince, c'est l'unité italienne. Donc, de ce point de vue, Rousseau ne peut pas être cynique. Autant pour moi, Machiavel ne peut pas être cet auteur cynique dont on parle. Il peut être peut-être cynique dans les vues qu'il a, mais ce que l'on perd de vue, c'est le fait qu'il nous demande seulement de regarder la nature humaine, telle qu'elle est, et non telle qu'on voudrait que cette nature soit. C'est pour rompre avec toute hypocrisie que Machiavel présente à nu le peuple et présente aussi à nu le prince, même si c'est de manière subtile. Même s'il parle de la manipulation, de l'apparence, il n'en demeure pas moins que c'est quelqu'un qui nous dévoile aussi l'être princier et que nous devons chercher derrière ce que Christina Yon appelle, je le cite, l'envers du pouvoir. L'envers du pouvoir, c'est ce que le prince cache dans la mécanique du gouverner. Il y a une certaine façon de gouverner que le prince ne dévoile pas toujours. Mais pour qui sait lire entre les lignes, pour qui sait véritablement connaître la psychologie des princes, et c'est pourquoi le prince est considéré comme étant une sorte de vademecum clinique des hommes politiques. C'est un ouvrage, mais qui est à décrypter d'une certaine manière avec intelligence. Donc, pour répondre à la question, on devrait bien l'enseigner, ne serait-ce que pour faire connaître tous ces éléments-là dont on parle, donc dont on a parlé depuis 2 heures, et qui permettent de mieux révéler l'auteur, qui permettent de mieux comprendre donc l'auteur. Et la preuve, à la fin, je le disais tout à l'heure, les 2 années d'expérience que j'ai eues au CC m'ont surtout conforté dans cette idée qu'il fallait l'enseigner. Pourquoi? Parce que depuis, je discute souvent avec mes étudiants, c'est mes alter ego, donc c'est des amis, mais je me rends compte qu'ils ont bien saisi pour la plupart ces mécanismes-là, ils comprennent mieux. Mais si on n'avait pas pris la peine de l'enseigner, pour qu'ils puissent mieux connaître, parce que les journalistes usent du terme de machiavélisme à tout bout de champ. Donc j'ai fait du journalisme à mes heures perdues depuis que je suis étudiante. J'ai travaillé avec Madame Badiaï jusqu'en 2018. Je faisais de la pige quand j'étais à l'école normale supérieure. Donc je me rends compte qu'ils utilisaient le terme machiavélisme. Souvent c'est Mamoussé qui me disait, mais va réagir. Mais je n'avais pas encore fait la thèse, j'étais en DA. Donc il me dit, mais bon, tu vois, les gens bricolent. Donc à tout bout de champ, ils parlent de cet auteur d'une certaine manière, mais ils ne le connaissent pas véritablement. Tout ce qu'on retient de lui, c'est la perfidie, donc c'est la ruse, c'est le cynisme, c'est la manipulation, c'est l'apparence, c'est les jeux, donc les stratégies. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est le même Machiavel qui est l'auteur des discours, c'est-à-dire des discours sur la première décade de Tite Livre. Discours s'appelle la première décade de Tite Livio. Donc c'est lui qui l'a écrit. Donc, et dans les discours, et dans les histoires florentines, justement, on retrouve l'autre machiavélien. Et on a du mal à se faire à l'idée que c'est lui qui a écrit Le Prince. Parce que lui aussi, il a fait partie d'un dispositif du pouvoir. Et qu'il a vécu une période précise qui commandait une certaine lecture de la politique. Et c'est pourquoi quelqu'un comme Jean-Luc Fournel, donc, que je salue au passage, que c'est quelqu'un avec qui aussi j'ai beaucoup échangé, qui est à Paris 8, l'université Saint-Denis, appelle cette exception du prince une situation d'urgence. Il dit que c'est une situation d'urgence qui a suscité l'œuvre du prince. Mais après cela, Machiavel retourne à ses écrits. Et c'est une parenthèse dans la mesure où il avait déjà entamé les discours sur la première décade de Tite Livre, quand il a dû interrompre l'écriture pour écrire Le Prince et revenir terminer les discours. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions. Je m'appelle Ibrahim Seydi, je suis opérateur économique évoluant dans le domaine de l'agrobusiness et de la finance.
vraiment, je voudrais me joindre aux autres participants pour adresser mes félicitations sincères au docteur Sagar Seck pour cette œuvre magistrale. Et en même temps, en profiter pour vraiment féliciter aussi les participants, surtout pour la qualité des interventions. J'ai beaucoup appris, ce n'est pas forcément mon domaine, bien que la philosophie demeure quand même une science transversale, n'est-ce pas, et qui interpelle tout le monde. Ma question, c'est même pas une question, c'est peut-être une recommandation, a été abordée, certains aspects, et le docteur Seck l'aborde même dans la dernière partie de son ouvrage, où cette philosophie, cette œuvre de Machiavel pourrait être un peu plus, en tout cas, accessible au public d'une manière plus large. Pour moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que beaucoup de choses qui se discutent dans ces sphères intellectuelles intéressent ou ont un impact sur le public, le reste du public. Mais ça demeure académique. Ça demeure académique, ça ne va pas plus loin. Surtout dans nos universités, disons, francophones, disons, européennes d'une manière générale. En Asie, la science, l'intellect est mis au service du peuple et on descend vraiment. C'est difficile, hein, ce genre de concept, pour peut-être l'amener au niveau du peuple, mais les questions dont on a discuté aujourd'hui ici interpellent tout le monde. Et s'il y aurait, donc c'est un défi et en même temps une invitation au docteur Sagar, c'est vrai, elle a commencé, on l'enseigne à l'université, c'est déjà très bien, on l'enseigne dans les lycées, et le président Niass a montré cette direction aussi. Moi, je lance un défi pour qu'on aille plus loin, parce qu'en général, dans toutes nos discussions, 60, 70%, 80% même de la population qui est concernée par ces choses est exclue parce que nos concepts ne sont pas forcément accessibles à ces gens-là. Je pense aux arabisants, je pense aux autres qui n'ont même pas été à l'école. Ça permettrait au peuple peut-être d'être moins naïf, de mieux comprendre les mécanismes liés à la gouvernance. Et cela permettrait quand même de mieux alimenter les débats pour ne pas nous inscrire dans ce que un écrivain dont j'ai perdu le nom, appelé les silences de l'histoire. Merci beaucoup. Ecco. Merci beaucoup, Jerry Jeff. Je suis vraiment très contente, très ravie d'avoir aujourd'hui cet événement ici dans le jardin de l'Institut culturel italien de très très haute qualité intellectuelle, toutes les interventions, pardon mon français, intervenants, M. Fall, merci beaucoup, et Sagar, grazie. Était un débat et tout le public, un débat vraiment très très intéressant. Et avoir ce débat ici dans l'Institut culturel italien, pour moi c'est un plaisir parce que, comme a dit l'ambassadeur, comme je dis, cet institut c'est un lien où Italie et Sénégal s'rencontrent, où c'est une place pour les intellectuels italiens et sénégalais. Et aujourd'hui c'est la preuve que nous avons bien fait notre travail jusqu'à ici. Et maintenant, je parle pro-domo mea, je parle en latin pour être un petit peu au niveau de votre intervention. L'Institut culturel italien est aussi
fait aussi des autres événements culturels. Il y a cours de langue, il y a une bibliothèque où sera aussi le livre de Sagar, Dr. Sec. Si vous voulez savoir qu'est-ce que nous faisons, malheureusement, c'est pas encore prêt la brochure de le mois jusqu'à juillet. Et ça, c'est la brochure jusqu'à mars, mais il y a tout notre téléphone et la page web où il y a la possibilité d'écrire sur la newsletter pour recevoir notre événement, les choses que nous faisons. Il y a aussi, ça c'est pour l'événement, c'est pas actuel, mais pour les cours de langue et pour notre téléphone, c'est actuel. Et j'espère que vous serez aussi ici pour autres événements et j'espère aussi pour autres événements sur la philosophie. Je suis très curieuse sur la philosophie africaine parce que vous connaissez très bien Machiavelli, mais je ne connais rien de la philosophie africaine et ça c'est un dommage. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne journée, bon dimanche et à la prochaine. Merci. Merci à toi particulièrement, Christina Di Giorgio, de m'avoir permis donc, de mieux revisiter la pensée d'un auteur de ton terroir, que j'admire beaucoup, mais que j'ai mieux compris lorsque justement j'ai eu à vivre la spontanéité donc, des gens de ton peuple. Je remercie aussi mon ami, Papa Abdou-Fall, pour avoir eu la gentillesse de m'accompagner dans ce travail. Donc, je l'ai choisi, mais à dessein, parce que je me suis dit, ça aurait fait plaisir à Mamoussé d'être aussi aujourd'hui ici, parce qu'il nous a encadrés, mais malheureusement, physiquement, donc je n'ai pas voulu le fatiguer, parce qu'il devait être là. Ça lui aurait fait plaisir de retrouver autour d'une même table deux disciples qu'il a eu, donc en DEA, en mémoire de maîtrise, en licence. Et donc, je remercie vraiment mon ami, donc Papa Abdou, d'avoir eu la gentillesse de m'accompagner dans ce travail et d'avoir toujours été celui que j'ai révéré. Donc, l'image reste la même. Un homme très ouvert, très affable, très avenant, donc très gentil et très généreux intellectuellement. Je salue cette générosité intellectuelle et je te remercie du fond du cœur. Je remercie aussi la présence de tous mes parents ici, donc mes frères et amis, mes cousins et cousines qui m'ont accompagné. Donc, mon ami particulièrement, mon grand ami, donc Abdou-Fall, qui aime titiller et qui a été quelque part, je le disais, je dois le dire ici, le catalyseur de ce travail, dans la mesure où quand je suis sortie de l'école normale, on m'avait affectée à Podor. Je me rappelle qu'il aimait me taquiner, il est très taquin. Un jour, quand il m'a fait affecter à Pikine, au lycée de Pikine. Un jour, je l'ai appelé pour lui dire, mais fais-moi sortir de là, sinon je vais devenir folle. Il me répond, si je t'avais laissé là où on t'avait affecté, par moment je viendrai, je passerai entre deux campagnes électorales, te donner 2 mots femmes. Abdou, c'est quelqu'un dont la générosité n'est plus à démontrer. Quelqu'un qui est vraiment très humble intellectuellement, mais d'une stature vraiment exceptionnelle. J'ai beaucoup échangé avec lui pendant cette longue expérience qui m'a permis de produire cet ouvrage, dans la mesure où je me rappelle que même quand je faisais mon stage au lycée Lamine Gueye, il passait me prendre parfois, on allait déjeuner, on restait des heures à parler de politique. Parce que lui, c'est ça sa passion. On sent que c'est un homme qui n'a pour considération que les idées. Donc, j'ai vraiment été très séduite par cet aspect de ce personnage qui a su rester celui que j'ai toujours révéré, celui que j'ai toujours respecté et qui toujours incarne une certaine hauteur dans les débats politiques et dans toutes choses. Et moi, j'aime beaucoup cet aspect. Il a vraiment une classe intellectuelle que je respecte beaucoup. On en oublie même qu'il est un homme politique, tant les idées sont plus fortes chez lui
que l'action politique, ça j'ose le dire. Merci beaucoup. Je salue aussi la présence de mon oncle, le général, donc, qui est derrière, parce que lui j'aime beaucoup, je pense toujours à lui quand je relis la partie de mon travail de mémoire de maîtrise qui s'intitule Autour de l'organisation militaire. Et il m'a aussi beaucoup permis d'explorer donc, des œuvres qu'il m'avait achetées donc, à l'époque et qui m'ont aidé à mieux considérer, à mieux comprendre les réalités de l'armée, parce que Machiavel aussi c'est quelqu'un qu'on étudiait en armée, dans les études militaires. Donc c'est quelqu'un qui est déterminant, donc, parce que c'est un penseur de la stratégie. Et mon oncle m'a beaucoup encouragé. Bref, je remercie tout le monde donc, de vous être déplacés. Mes amis qui sont là, mes fidèles petites sœurs Binette et Rama, et partout. Donc, je remercie tout le monde. Merci beaucoup. On est remonté au grec. Moi, je pense qu'on pourrait aller, si on s'inspire de Cheikh Anta, par exemple, faire le lien, Cheikh Anta qui est remonté beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Faire le lien ici à nos réalités africaines, hein, parce qu'on pourrait justement amener l'ensemble du peuple, en tout cas des gens, à pouvoir bénéficier beaucoup plus de ce genre de choses. Si on regarde aussi du côté de Cheikh Anta et autres, qui sont allés par-delà les Grecs et les Latins, et qui ont trouvé des références où les Africains, les Sénégalais pourraient effectivement se reconnaître et bénéficier beaucoup plus de ce genre d'exercice. Je ne le dis pas simplement pour cette œuvre, parce que j'ai assisté plus souvent à des présentations de livres dans les universités, et toujours je reste sur ma faim, parce que c'est des débats d'intellectuels, c'est important. Des questions dont on discute sont capitales. Mais malheureusement, le peuple est exclu. Et ça nous touche. Donc, c'est un défi que je lance au docteur pour voir, au-delà même de l'enseignement à l'université, s'il n'y a pas d'autres formes de communication, c'est vous les spécialistes. Ça peut être de la télé, ça peut être de la traduction en langue nationale ou autre, avec des... Il ne faudrait pas que, parce que très souvent le piège des intellectuels, une fois qu'on a bien modélisé, on a bien, disons, présenté nos idées, tout est ok, ça s'arrête là. Mais ces idées ont un impact capital sur le reste de la population. Et ces gens peuvent d'ailleurs beaucoup contribuer. Mais encore, faudrait-il qu'ils sachent de quoi on parle. Peut-être faudrait-il qu'on rende ça beaucoup plus accessible. En fait, c'est le point que je suis en train de dire. Ça se fait beaucoup en Asie, par d'autres formes de communication. Je pense qu'on pourrait, nos auteurs sont là, hein, et on pourrait peut-être faire cette gestion et faire bénéficier le maximum de public à ce genre de débat. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Seydi, mon grand ami. Je salue la pertinence de ton propos et je m'engage à prendre en compte un certain nombre de choses que tu as développées, du reste très intéressantes d'ailleurs, ce d'autant que nous étions déjà inscrites dans cette dynamique. Donc, moi je me suis dit, après Machiavel, c'est fini. Donc, c'était la consécration. En fait, c'est avec la thèse que je clôt ce cycle universitaire, maîtrise des doctorat. Pour vous montrer cela, je suis en train d'écrire sur autre chose qui n'a rien à voir avec le machiavélisme. En fait, on ne peut pas faire fi du machiavélisme. Mais on est en train en fait, on est sur un projet d'écriture qui touche à l'Afrique et au conflit en Afrique. Donc, avec le professeur Pascal Toyem, qui m'a fait justement la proposition qui est à l'université de Yaoundé 1. Et la particularité des Camerounais, donc de nos amis camerounais, c'est qu'ils sont beaucoup plus enclins à analyser les savoirs endogènes. Donc c'est lui qui m'a incité à mieux explorer ce terrain, d'autant que nous sommes en Afrique et nous sommes confrontés à des enjeux. Mais c'est le lieu aussi de remercier le président Ignace, parce que nous avons eu aussi ensemble ce projet de création d'un institut de prospective. Donc, bon, je ne peux pas en développer davantage. On est en train
de monter une équipe pour ça. Donc, pour vous dire que ce sont ces réalités-là qui nous... Et bon, même ce projet ne peut pas faire fi de notre expérience parce que nous avons été à l'école et nous avons été formés d'une certaine manière. Ce n'est qu'au niveau de la spécialité que mon ami Abdou Fall s'intéresse particulièrement aux questions africaines. Moi, je me suis toujours spécialisée en philosophie moderne et contemporaine, mais option 16e siècle. Ce qui fait que c'est le 16e siècle européen qui est beaucoup plus décisif donc, dans mes lectures. Mais cet intérêt pour le 16e siècle, cet intérêt pour la contrée européenne ne m'exclut pas ne me limite pas dans la mesure où je suis en train de travailler aussi sur la réalité africaine en mettant donc déjà en compte l'expérience que j'ai eue avec mes travaux antérieurs. Ces travaux-là m'ont beaucoup aidé, m'aident beaucoup à mieux analyser, par exemple, la problématique des conflits en Afrique. C'est le projet donc, de notre écriture avec Pascal Toyem. On est déjà donc, engagé, on a déjà démarré. Et j'avoue que souvent je lui dis, tiens, on a un objectif, c'est de parler de l'Afrique, c'est de parler des conflits. Mais on se rend compte quelque part que Machiavel constitue un élément indispensable, dans la mesure où il pense le conflit dans son ouvrage. En fait, le fait de travailler sur Machiavel pour dire ne nous confine pas dans l'espace machiavélien. Machiavel, on peut entrer par différentes portes chez Machiavel, mais aussi Machiavel aide à mieux pénétrer les différentes réalités, nos réalités sociétales dans la mesure où, par exemple, mon objectif a été de travailler sur la communication politique, mais je me rends compte, et je l'ai dit dans l'ouvrage, que l'Afrique même, donc qui est quelque part, parce que je prends cet exemple, même si je n'insiste pas sur l'exemple africain, mais la portée de la parole, la portée de la communication en Afrique traditionnelle, on le sait. Donc, ce qui fait qu'en définitive, il y a des lieux communs. Donc, d'accord, on devrait de plus en plus se concentrer sur nos réalités, mais le fait aussi de tenir en compte plusieurs aspects, de tenir en compte donc plusieurs analyses, plusieurs pensées, ne nous détache pas ici de l'essentiel. On peut bel et bien analyser les enjeux africains liés donc à notre économie, à notre développement, mais en partant donc d'analyses qu'on puise loin donc dans nos humanités, etc. Merci beaucoup. Il y a une dernière question, c'est la dernière parce que Sagar parle depuis des heures au plus, il est fatigué. La dernière question. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je prends la parole pour féliciter Sagar, ma collègue, ma complice, mon amie, ma confidente. Pas une question finalement que mon ami Ndiaye pose. Je rappelle que c'est le directeur du CESTI, mais c'est une contribution. Et une contribution qui n'est pas des moindres, puisqu'elle vient de quelqu'un qui a lui-même assez lu l'œuvre, assez travaillé sur l'œuvre pour véritablement saisir les enjeux du machiavélisme. Donc il a non seulement lu, il a travaillé sur la question, mais en thèse, puisqu'il s'est spécialisé en communication. Il a fait un doctorat en communication, donc il peut mieux parler de l'œuvre, parce que c'est à partir d'une certaine posture qu'il en parle, justement, pour ne pas rester dans les sphères du machiavélisme. Parce que c'est quelqu'un vraiment, que je remercie d'ailleurs au passage, parce qu'il m'a permis d'enseigner ce cours au CESTI. Chaque année, je remercie l'autre machiavélien qui est à ses côtés, mon ancien élève, mon ancien étudiant, mais mon ami en même temps au CESTI, qui est conseiller en communication d'un certain prince, d'un certain modèle princier. Donc, pour en revenir au professeur Ndiaye, je le remercie. Et je salue sa contribution dans la mesure où sa contribution éclaire toujours. Dans la mesure où c'est quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, qui n'est pas étranger au travail donc, que je dispense, à la matière donc, que j'ai toujours dispensée au sein de son institution. Je vous remercie donc pour cette brillante contribution. Merci. Donc,
au docteur Sagar Seck, qui est une grande amie, une grande collègue, mais nous avons découvert ensemble que nous sommes parents. Et nous avons compris qu'il y a des relations qui se tissent naturellement, parfois, mais nous en concluons aussi qu'aucune relation ne se tisse sans raison. Et donc, quand nous avons découvert que nous avons été parents, nous avons compris les raisons de notre attachement l'une à l'autre. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je remercie toute l'assistance ici, particulièrement Monsieur l'ambassadeur d'Italie à Dakar, Excellence Monsieur le Président Moustapha Niasse, qui est notre mentor, notre chef de parti. Encore une fois, tous les encouragements, comme je le dis tout ça. C'est une collègue, mais il est Oui, aussi mais tu me l'as dit. Effectivement, ça m'a longuement discuté avec ma mère. Sa mère, c'est ma grande sœur. Merci pour la Merci beaucoup. Merci. Allez, du courage. Oui. Tout Sénégalais, il suffit de discuter, de regarder un petit peu, et tout de suite, on remonte. Voilà. C'est instinctif. Merci beaucoup. Ah mais merci, on est des pareils. Et puis ce que j'ai pas dit, c'est qu'on l'a pris aussi qu'on avait la une certaine tenue, une certaine tenue. Elle est élégante, mais peut-être qu'il y a cette part de matérialisme que vous recrutez. Mais elle ne l'est plus là. Elle ne l'est plus. Fort heureusement. Fort heureusement. Je suis là à côté. Encore. Mais est-ce qu'il reste aujourd'hui des voix juste prendre avec la photo. Non, franchement, parce que la voix, c'était bien, merci. À moins d'être dans les deux pays comme les Chanois, on a des histoires. Merci. Quelques-uns d'entre nous en ont profité pour nous habiter. Ouais, comme là, comme là. Tu as vu le... Ah bon, depuis 2019, merci je beaucoup, pense. en tout cas. Félicitations, vraiment. Merci. Vraiment. Mais xam nga loolu daf may nappataay. Dama ko préparé ba xam nga man ñemew